Bonsoir, merci d'être venu ce soir sur cette soirée Amsterdam-Paris. Moi je m'appelle Stéphane De Vries, je suis votre modérateur ce soir. Je suis né aux Pays-Bas, pas en Hollande mais en Zélande. On reviendra peut-être lors de ce débat. J'ai vécu à peu près la moitié de ma vie aux Pays-Bas et l'autre moitié à Paris, un peu dans ces quartiers, donc l'endroit m'est tout à fait familier. Et donc je suis à peu près aussi schizophrène que l'affiche de cette soirée. Je me partage peut-être mentalement entre Paris et Amsterdam, même si je passe plus beaucoup de temps aux Pays-Bas. Et donc je suis ravi de vous parler ce soir des différences, des idées reçues, peut-être aussi les choses qui sont identiques dans les deux villes et dans les deux pays, et qui sont tout à fait différentes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez, et aussi c'est identique aux Pays-Bas. En fait, je dis souvent que les Pays-Bas et la France sont très proches, mais les habitants sont vraiment dos à dos et se regardent en fait jamais, ou très rarement. Je ne sais pas si quelqu'un sait combien de kilomètres séparent nos deux pays. Les deux pays. Combien de kilomètres est-ce qu'il y a entre la France et les Pays-Bas? Qui a une idée? 250? 150? Qui dit mieux? Ok, bon, je vais vous donner la réponse. C'est 0 kilomètre. 0 kilomètre qui sépare nos deux pays depuis 4 siècles, parce que nous partageons l'île de Saint-Martin. Et ça, c'est quelque chose que les Français et les Néerlandais ignoraient jusqu'à l'année dernière, où il y a eu le ouragan ou la tempête Irma qui a détruit cette île, et tout d'un coup on a découvert qu'on partage quelque chose ensemble depuis 4 siècles. Mais donc il y a 0 kilomètre entre nos deux pays. Et pourtant je pense qu'il n'y a pas deux pays plus différents en Europe que la France et les Pays-Bas. Il y a plein de choses qui sont vraiment l'exact opposé ici des Pays-Bas. Mais j'ai aussi entendu 250, 150, et en fait la frontière terrestre, donc disons cette partie, la partie en Europe des deux pays, c'est seulement 75 km. La ville de Calais se trouve plus au nord que Maastricht. Donc la côte belge ne fait que 75 km. Et moi je suis né à peu près un peu au nord de la frontière belge, donc à peine à 3 heures de voiture, en voiture de Paris. Mais tout cela pour dire que nous sommes tellement proches qu'on ne se voit plus ou qu'on ne se voit pas. Pourtant, ces deux pays ont plein de choses en commun, historiques, économiques, peut-être pas forcément politiques, et certainement pas géographiques. Parce que je pense que, on va en parler, les plus grandes différences entre les deux pays sont surtout définies par la géographie. Et on en parlera. Et on en parlera avec nos 3 invités ce soir. Je suis très heureux que tous les 3 sont là. 3 batavologues. Voilà, au milieu, on commence par la dame, Céline Hostis. Pardon, je dois regarder sur mon petit... excuse-moi. Elle est spécialiste de la société néerlandaise. C'est quand même pas mal comme spécialisme. Est-ce qu'il y a un marché pour des spécialistes de la société néerlandaise en France? La preuve, oui, vous avez raison. En fait, tous les clients sont ici. Elle a aussi écrit ce livre très intéressant, Les Néerlandais, sur des gens comme moi, en fait. Ligne de vie d'un peuple. Je peux vraiment vous le recommander, pas parce que ça parle des Néerlandais, mais c'est vraiment très intéressant, surtout si vous vous intéressez aux Pays-Bas, ce qui est le cas, sinon vous ne seriez pas là. Les Néerlandais. Et donc, elle connaît très bien les différences entre les sociétés néerlandaises et françaises. Là au bout, il y a Thomas Boffice, lui aussi un spécialiste de la société néerlandaise. Il est ethnologue à l'université de Lille. Il a écrit entre autres ce livre, Histoire des Pays-Bas, un gros pavé, très intéressant néanmoins. Et aussi ce livre dont je n'ai pas du tout le titre, c'est La Hollande. Et bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais la Hollande, c'est pas du tout les Pays-Bas. Vous parlez souvent des Hollandais, de la Hollande, mais je revendique les différences. La Hollande, c'est juste une toute petite partie des Pays-Bas. Ce sont les 2 provinces
les plus riches, où il y a Amsterdam, Rotterdam, La Haye, mais ce n'est pas du tout le pays. Donc vous offusquez beaucoup de néerlandais si vous parlez de la Hollande ou hollandais. Donc à chaque fois quand quelqu'un me dit tu viens de la Hollande, je deviens rouge et vert. Bref, donc à partir de ce soir, nous allons parler des Pays-Bas. Et puis le dernier, Fouad Lauri, vous habitez à Amsterdam, vous êtes mathématicien, original, docteur en sciences économiques, et vous enseignez à l'université d'Amsterdam, où moi aussi j'ai fait mes études, la poétique et la philosophie des sciences, mais vous êtes surtout auteur de romans, une combinaison assez intéressante, mathématicien et roman, et vous avez obtenu le prix concours de la nouvelle en 2013. Donc vous aussi, vous êtes un fin connaisseur des Pays-Bas. Donc merci d'être venu. Commençons d'abord par une simple question, parce qu'on parle de Paris, Amsterdam, Pays-Bas, la France. Quel est le premier mot auquel vous pensez dès qu'on vous dit Amsterdam? Prenez le microphone, il y a des microphones pour tous. Non mais je m'excuse parce que ça marche. Oui, ça marche, je vais l'arrimer. Attendez, cadavre. Voilà. Non, je m'excuse d'être assez impoli en prenant la parole. Mais maintenant, pour moi, Paris, quand tu dis Paris, je pense métro. Parce que je viens de passer 10 minutes coincé dans le métro en bas. J'étais à la gare du Nord, j'étais à temps pour être ici une demi-heure à l'avance, dire bonjour à tout le monde, etc. Je me retrouve 10 minutes, mais serré comme le métro, avec l'annonce, il y a des gens sur la voie, des perturbations, on ne sait pas très bien quoi faire. J'ai dû courir de la gare du Nord jusqu'à ici. 45 minutes, je cours plus vite que le Kenyan, là, qui n'a pas vu que l'encore du monde. Donc pour Paris, pour l'instant, pour ce soir, pour moi, c'est métro. Métro, ok. Et Céline? Un peu pareil, la foule dans le métro. Ok. Très bien. Non, c'est ce qui m'a impressionné. Moi, je suis parisienne depuis pas très longtemps, ça fait à peine 3 ans. La foule, partout, tout le temps. C'est intéressant que vous dites ça, parce que vous ne savez peut-être pas que les Pays-Bas, c'est l'un des pays les plus la plus grande densité au monde, même 2 fois le Japon. Donc on pense souvent au Japon, la foule. Bon, au Japon, il y a des montagnes, donc il n'y a pas de gens dans les montagnes, ce qui n'est pas vraiment le cas aux Pays-Bas. Mais néanmoins, les Pays-Bas a une énorme densité, donc là, il y a beaucoup de monde aussi. Mais quand même, vous dites densité. Ok, et Thomas? Pour Paris, Oui. pour moi, SDF. Ouais, Ça me rend triste, immensément triste. Je n'habite plus Paris, mais quand je viens ici, très 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 dur. Ouais. Et quand vous pensez à Amsterdam ou aux Pays-Bas, le premier mot, la première chose? Alors moi, c'est le cliché absolu, c'est canot. Parce qu'en fait, j'habite en face d'un canal. Donc en fait, je travaille sur ma terrasse et ça donne sur un canal. Et donc je suis désolé du cliché, mais c'est canal et c'est quelque chose de très reposant, en fait, de travailler avec le canal en dessous. Ouais. Céline? Il y a un petit peu la même idée aussi, la tranquillité, la qualité de vie, en fait. En fait, c'est une grande métropole européenne et on a l'impression de l'activité d'une petite ville de province française et c'est très très agréable, je trouve. Agréable, ok. Joli. Thomas? Voilà, c'est très très difficile. Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite, ça serait fenêtre. Et puis, je me permets d'en dire un second quand même, parce que ça me vient aussi tout de suite en tête, c'est Amstel. À la fois la rivière, mais aussi la bonne bière qu'on déguste le long du canal. C'est intéressant parce que pour vous donner une idée d'Amsterdam par rapport à Paris, bon, les 2 villes sont séparées à seulement 3 heures en Thalys. C'est une ville qui est 2 fois plus grande que Paris en superficie. Et il y a à peu près 1 million d'habitants, un peu moins, donc à peu près la moitié que Paris. Donc la densité est à 4 fois moindre que Paris. Donc Paris est beaucoup plus dense. Mais Amsterdam est une ville qui connaît actuellement une énorme croissance. Il y a plus de entre 10 et 15 000 nouveaux habitants chaque année, tandis que Paris en perd entre 10 et 15 000 habitants par an. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est une ville qui est plus grande, donc il y a plus d'espace. Avec moins d'habitants, bien sûr, il y a de l'eau partout. Donc c'est pour vous situer un peu les 2 villes. Paris est très dense, tandis qu'il y a pas mal d'espace à Amsterdam, même si les Amsterdamois disent que c'est une ville où il y a trop de touristes, trop de monde, et ils râlent tout le temps. Donc, encore un point en commun avec les Français. Mais donc, c'est une ville où il y a beaucoup plus d'espace, rien que
des parcs, de l'eau. Les gens passent beaucoup de temps dans les bateaux, sur l'eau, donc c'est en effet, je comprends le mot agréable. Et sur leur vélo. Et sur le vélo, oui. Voilà, Amsterdam, c'est quand même une ville où il y a très peu de voitures et ça change tout quand on se promène dans la ville en termes de circulation, de fluidité, de bruit. C'est très intéressant parce que ça, c'est vraiment une idée reçue. Il y a en fait plus de voitures aux Pays-Bas qu'en France. Et c'est notamment grâce au fait... Dans les garages. Non, c'est grâce au fait que les gens font du vélo. Donc il y a beaucoup plus de place pour les voitures. Et sinon, le pays serait vraiment complètement paralysé. Donc en fait, l'idée du Pays-Bas, un pays où il fait bien faire du vélo, oui. Ouais. Mais Stéphane, il y a je sais pas, une quinzaine d'années, il y a eu un référendum à Amsterdam, un référendum municipal qui ne concernait que les habitants d'Amsterdam, et j'ai voté. Et la question était très étrange, parce que la question c'était, voulez-vous qu'on rende Amsterdam totalement désagréable aux automobilistes? Et c'était vraiment la question qui a été posée. Et il y a eu oui à 70%, et ils ont pris des mesures pour rendre la ville désagréable aux automobiles. Par exemple, le parking est horriblement cher, mais il y a aussi une mesure symbolique à laquelle on devrait penser dans toutes les villes. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que lorsqu'il y a un croisement entre les voitures et les passants, en général, il y a des trottoirs, et les passants descendent du trottoir, marchent sur la chaussée, remontent sur le trottoir. Donc symboliquement, la ville appartient aux voitures. Ouais. Amsterdam, en fait, ils ont fait le contraire. C'est le trottoir qui est prolongé, et quand la voiture doit passer là où les piétons passent, elle doit monter et redescendre. Donc symboliquement, la ville est aux piétons. Ça c'est vrai, absolument, l'infrastructure est très bonne, mais c'est un choix politique, parce qu'il y a 40 ans, les Néerlandais ne faisaient pas de vélo, c'était vraiment le royaume des voitures. Quand vous regardez les photos des années 70 d'Amsterdam ou d'autres grandes villes, tout est blindé avec des voitures. Et puis il y a eu le choc pétrolier, il y a aussi une action civique à l'époque pour empêcher... En fait, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient tués par les voitures, par les accidents de voiture. Donc il y a un mouvement qui s'appelait Stop the Kindermoord, arrêter le meurtre des enfants, et qui a en fait transformé la vision de la mobilité. Donc aujourd'hui, on peut très bien faire le vélo. C'est vrai que le vélo décide en fait l'infrastructure, ça c'est très intéressant, mais en même temps, je ne suis pas Macron, mais néanmoins, en même temps, il y a donc beaucoup plus de voitures par habitant aux Pays-Bas qu'ici, parce qu'il y a plus de place pour les autoroutes. Et quand vous prenez l'autoroute aux Pays-Bas, souvent ce sont des 6-7 voies, les embouteillages sont monstres, aussi souvent tard le soir. Donc c'est un paradoxe, une idée reçue, mais bien évidemment, c'est plus facile de faire du vélo aux Pays-Bas qu'ici, pour l'instant. Thomas. Je vais quand même défendre Paris, parce que je suis absolument émerveillé par aujourd'hui le nombre de cyclistes qui commencent à émerger. Et moi maintenant, j'ose faire du vélo sans aucun souci. Et il y a vraiment des voies extraordinaires. Je vais à la fac avec un grand plaisir. Il y a des autoroutes qui ont été créées le long de la Seine, etc. Oh, quel bonheur, je dois bien dire. Oui. Moi, je fais du vélo à Paris et moi, je ne suis pas du tout content avec la façon dont la ville de Paris pense faire des vélos. J'ai même proposé à l'adjoint qui est responsable ici, Christophe Nadjowski, de l'amener aux Pays-Bas un jour ou un week-end pour lui montrer comment on fait. Mais j'ai l'impression qu'à l'hôtel de ville, les gens qui dessinent les pistes cyclables n'ont jamais fait du vélo. Mais bon, dans leur vie. On progresse. Oui. Oui. Respecter. Non, oui, mais ça, je vois ça aussi, mais excusez-moi, mais ça, c'est un. Je ne comprends pas en fait ce débat parce qu'on attaque les cyclistes, mais en même temps on oublie les voitures. Donc il y a beaucoup de commentaires que je lis dans la presse française, et là on parle d'autre chose, mais qui attaquent les cyclistes parce qu'ils ne respectent pas les règles. Il y a quelque chose d'intéressant là aussi, à propos des idées reçues. Aux Pays-Bas, il y a un mouvement maintenant d'enlever tous les indices, les panneaux de circulation, les feux, les marquages au sol, supprimer des règles, et en fait ça augmente la sécurité. Et ce qu'on fait à Paris, c'est augmenter le nombre de panneaux, de marquages au sol, et c'est extrêmement dangereux. Mais ça va à l'encontre de l'esprit français cartésien. Donc en fait il faut moins de règles, et il y aura plus de respect, et bien évidemment les cyclistes et les piétons devront vivre ensemble, parce que sinon c'est pas vivable. Et vous faites du vélo d'une façon un peu étrange aux Pays-Bas quand même. Vous filez à une vitesse incroyable, klaxonne pas, vous passez au rouge,
pouvez renverser presque parfois des piétons. C'est quand même assez effrayant. Oui, mais au moins on progresse, on ne s'arrête pas, comme les Français. Oui, madame. C'était juste pour dire qu'il y a un film qui s'appelle Why Recycle, qui a été fait aux Pays-Bas, c'est un documentaire, et qui montre un peu comment finalement on fait du vélo aux Pays-Bas, et comment ça marche bien, et comment ça influence l'urbanisme, les infrastructures, et l'intégration des étrangers. Le plus intéressant, je pense, c'est que c'est vraiment un choix politique. Donc ça montre qu'on peut changer le monde ou le comportement par des choix politiques. Et ça me fait un petit liaison vers la politique et les citoyens, le pouvoir des citoyens, qui est quand même très différent aux Pays-Bas qu'en France. Pour charger, je dirais qu'en France, les institutions contrôlent les citoyens, et aux Pays-Bas, ce sont les citoyens qui contrôlent les institutions. Je sais que Thomas, par exemple, il n'est pas d'accord, mais il y a une autre manière de faire la politique, de faire le pays, si vous voulez. Et je pense que Thomas, il a beaucoup étudié le sujet. Moi, j'ai eu une petite conversation avec lui. On parlait de la liberté des Néerlandais, ou liberté individuelle. Mais Thomas n'était pas tout à fait d'accord avec ma vision sur qu'est-ce que c'est la liberté. Parce que pour moi, les Néerlandais sont beaucoup plus libres dans leurs actions et leurs réflexions que peuvent être les Français parfois. Mais Thomas, tu as une autre idée là-dessus. Ouh là là, il ne faut pas me lancer là-dessus. Disons que le français a un imaginaire quand même assez étonnant vis-à-vis des pays. On a des Pays-Bas, je vais dire Pays-Bas pour te faire plaisir. Merci. C'est qu'on a l'impression que là-bas tout est permis, qu'on peut aller fumer, se droguer bien tranquillement, que la prostitution a été légalisée. Mais en définitive, on a l'impression que votre désir est sous contrôle. C'est-à-dire qu'il y a en fait des zones qui sont ouvertes pour vous permettre de, disons, tester un certain nombre de substances, par exemple, mais on ne permet que parce que comme ça, on pourra mieux contrôler. Et je pense que les Français n'ont pas tellement saisi exactement, finalement, qu'aux Pays-Bas, on ne peut pas tout faire. Il y a vraiment des limites absolument considérables. Et vous avez surtout un contrôle social, à mon avis, absolument démesuré dans le quotidien. Alors moi, ça a commencé, par exemple, parce que j'ai habité 4 ans aux Pays-Bas. J'étais bien tranquille chez moi, jusqu'au jour où il y a mes voisins qui viennent me voir et qui me disent « Ah, Thomas, tu as oublié de laver tes carreaux. » En effet, mes carreaux n'étaient pas très très propres, comme tout Français, je ne le fais pas chaque semaine. Et on me dit, tu sais, oui, il faudrait que tu prennes en fait une entreprise qui chaque semaine va venir laver tes carreaux avec un bras télescopique de 6 mètres, parce que mes carreaux, on ne les voyait pas de la rue. J'habitais dans une maison, dans un appartement au 4e étage. Mais ils avaient vu que je n'avais pas cette fameuse entreprise qui venait laver chaque semaine mes carreaux. Et donc là, c'est une forme de contrôle social qui, pour moi, en tant que Français, est quand même extrêmement gênante. Puis des amis m'ont dit aussi que leurs jardins, quand ils ne sont pas très bien rangés, on vient aussi se plaindre en disant que dans le quartier, quand même, ça va donner une extrêmement mauvaise image et il faudrait peut-être un petit peu que vous désherbiez vos allées quand même. Donc c'est une liberté quand même un petit peu particulière, à laquelle il faut s'habituer. Pas simple. Ouais. Comment tu vois les choses, Céline ? C'est vrai que cette question-là, moi j'étais beaucoup moins sensible quand j'habitais à Amsterdam, je me rendais aussi beaucoup moins compte. Et puis j'ai déménagé dans le nord des Pays-Bas, à Groningen. Et là, je me suis rendu compte effectivement que le contrôle social aux Pays-Bas, alors déjà était plus fort dans les provinces autres que la Hollande. C'est vrai qu'Amsterdam, c'est un territoire à part aux Pays-Bas. Et à Groningen, oui, là je l'ai senti clairement. Je suis arrivée là-haut au moment du débat sur le mariage pour tous en France. Et là, je me suis rendu compte que nous, aux Pays-Bas, c'était pas encore complètement accepté partout, en fait. Donc, non, effectivement, contrôle social, oui, très fort. Comment tu vois ? Alors, c'est un peu différent parce que j'habite au centre d'Amsterdam, dans un immeuble. Alors, évidemment, au centre d'Amsterdam, il y a beaucoup moins de contrôle social. Mais je me souviens de mes amis, enfin d'une famille d'Amersfoort, qui m'ont dit qu'ils se souvenaient que, par exemple, quand ils passaient l'aspirateur le dimanche, il y a des gens qui venaient sonner pour dire c'est le jour du Seigneur, alors qu'ils étaient en train de passer l'aspirateur chez eux. Mais je ne sais pas, est-ce que ça va même plus loin, parce que le contrôle social s'étend même à l'international, parce que je me souviens qu'il y a, je sais pas, une quinzaine d'années encore, c'est le chancelier Kohl d'Allemagne, il n'a rien à faire avec les Pays-Bas, n'a pas de compte à rendre aux Néerlandais, il avait fait je ne sais pas trop quoi, il avait reçu 1 million de cartes postales des Pays-Bas qui l'engueulaient, tout simplement, de M. Kohl, vous auriez pas dû faire ça.
Alors il était assez fâché, à vrai dire. Mais en fait, ce contrôle social, il y a une relation avec un vieux fond de calvinisme. Et c'est pour ça que je voudrais me tourner vers M. Thomas Beaufils et lui dire qu'il doit justifier sa réponse. Parce que tout à l'heure, quand vous lui avez demandé Amsterdam, il dit fenêtre. C'est passé comme une lettre à la poste. Ah ouais, d'accord, fenêtre. Mais fenêtre, croix. Je crois savoir ce qu'il veut dire par fenêtre. Et il y a un rapport avec, en fait, le contrôle social. Monsieur, expliquez-vous. Oui, je ne sais pas si vous êtes baladé dans des villes aux Pays-Bas, mais en fait, surtout le soir, en hiver, c'est très étonnant. Les Néerlandais n'ont pas de rideaux. Et même s'ils en ont, ils ne les ferment pas. Donc vous pouvez voir les sublimes intérieurs. Ça gêne personne, mais c'est très étrange. Même maintenant, moi que j'habite ici presque la moitié de ma vie, je trouve ça un peu étrange quand je me balade aux Pays-Bas qu'on peut en effet regarder chez les gens. Et Thomas, comment tu expliques ça? Pardon, mais regardez chez les gens, il n'y a pas que les intérieurs, c'est-à-dire on les voit manger leur soupe, oui, on les voit tout, on les voit se chamailler, on les voit embrasser leurs enfants. On voit les gens vivre. Oui, c'est toute la question de la transparence aussi. Mais alors, on voit, mais on ne regarde pas de n'importe quelle façon. Je vais répondre, mais les Français, en général, quand ils sont à Amsterdam, ils passent la tête et puis paf, ils regardent à l'intérieur, ce qui est très gênant pour un Néerlandais. Et un ami néerlandais me dit « Ah, mais comment tu regardes à la française ?» Non, il faut que tu tournes très légèrement la tête en ayant un petit regard, tu fais une photo, mais surtout, il ne faut pas voir que tu as vu tout ce qui s'est passé. Et j'avais un ami français qui habitait à Amsterdam, et puis, malencontreusement, il avait regardé, il y avait une femme, en fait, qui était en train de se changer de l'autre côté du canal, et puis il a eu, malencontreusement, l'idée de regarder, pas trop longtemps, mais il a regardé. Et cette femme est venue le voir en disant « Mais écoutez, c'est scandaleux, vous m'avez regardé. » Mais en même temps, elle se montrait. Donc, un Néerlandais ne va pas regarder de manière comme ça directe. En français, on dit « mater » d'une certaine manière. Et donc, on a le sentiment, aux Pays-Bas, c'est presque comme dans un tableau de Vermeer. Vous voyez, dans la lettre d'amour, quand vous avez un intérieur qui est extrêmement mal rangé, eh bien, vous allez avoir tous les Néerlandais qui vont dire, vous faire la morale, « Ah, il faut ranger. » Donc, un intérieur bien rangé, j'ai le sentiment, veut dire que vous avez une moralité qui n'est absolument pas défaillante. Et donc que vous êtes digne d'être un bon voisin. Oui, tu mentionnes des œuvres d'art. Vermeer, c'est assez intéressant parce que quand on regarde l'art de cette époque-là, du XVIIe siècle, ce qu'on appelle maintenant l'âge d'or, même si c'est maintenant un terme depuis quelques semaines aux Pays-Bas on n'a plus le droit d'utiliser à cause de l'esclavagisme et tout ça. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais vous verrez plein de scènes de maisons, d'intérieur de maisons, des petites rues qui sont en train d'être nettoyées par les citoyens. Quand vous vous baladez à Amsterdam, il y a une très jolie galerie qui est en fait une sorte de passage public où vous verrez plein de portraits des citoyens, tandis qu'à cette même époque-là, dans le reste de l'Europe, on faisait surtout des tableaux soit religieux, soit des scènes d'aristocratie. On ne voyait jamais les citoyens. Et même à cette époque-là, on voyait déjà les foyers propres. Il y a même un artiste de cette époque-là qui s'appelle Jan Steen, qui est un très grand maître hollandais, ces tableaux étaient aussi des intérieurs, mais c'était un peu bordélique. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça c'est une mauvaise expression en français, pardon, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis qu'un immigré, donc je maltraite votre langue, comme vous avez maltraité le latin à l'époque, mais ça c'est un autre débat. Jusqu'à aujourd'hui, il y a l'expression « un huishouden van Jan Steen », un foyer comme Jan Steen. Et ça veut dire que ta maison est bordélique et que tu devrais vraiment ranger. Mais c'est quasiment une insulte, donc c'est assez intéressant, mais ça date déjà d'il y a très longtemps. Oui, Céline. Mais, sans remonter jusqu'au siècle d'or, il faut savoir que la télé-réalité a été inventée par les Néerlandais. Et je pense que c'est par hasard, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, même très discrètement, on espère toujours qu'il va se passer quelque chose. C'est comme dans Big Brother, Love Story en France. On regarde parce qu'on espère qu'il va se passer quelque chose. Et on peut regarder des heures et des heures jusqu'à voir le petit moment. Donc je pense que c'est effectivement très voyeur, en fait. Oui. Alors là, je vais prendre la défense des Néerlandais. Parce que peut-être que c'est ce qui est devenu, c'est devenu comme ça, mais à l'origine, c'était réellement, ça on le sait, bien sûr, tous les trois, c'était l'idée de calviniste de « je vis dans une maison de verre, je n'ai rien à me reprocher, je mène une vie exemplaire ». Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à l'époque,
c'est les citoyens, enfin les bourgeois qui gouvernaient localement et un peu partout, et on choisissait les gens justement qui menaient une vie exemplaire. Donc on avait intérêt à ne pas tirer les rideaux, parce que si on tire les rideaux, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Après, effectivement, après tout le bouleversement des années 60, je conçois que c'est devenu le contraire. C'est-à-dire maintenant on regarde en espérant qu'il va se passer quelque chose. Bon, c'est un peu dommage. Mais à l'origine, c'était quand même quelque chose de très profondément religieux. Je ne sais pas si je suis d'accord, si c'est vraiment quelque chose de religieux. Je pense que c'est plutôt pragmatique, comme c'est souvent le cas avec les Néerlandais. C'est en effet, je n'ai rien à cacher, donc j'attends de toi que toi non plus tu me caches quelque chose. C'est une sorte de contrat social qui a peut-être des racines dans le calvinisme, hein, je ne sais pas, je ne suis pas expert des religions, mais je pense que c'est avant tout un contrat. Et comme souvent le cas, la vie néerlandaise est souvent gérée par les contrats. Est-ce que moi je peux gagner quelque chose avec toi? Dans ce cas-là, tu peux gagner quelque chose avec moi. Je pense que c'est plutôt ça. Alors là, mesdames et messieurs, vous venez d'observer quelque chose de typiquement néerlandais. Là où un Français ou un Marocain serait très fier, on dirait oui, nous avons des idées superbes, nous, on n'a rien à cacher, c'est une idée religieuse, etc. Et le Hollandais lui dit non, c'est pas du tout ça, c'est juste un petit truc de contrat, etc. Et ça m'énerve chez les Néerlandais. C'est réellement incroyable. C'est très bien les contrats. Non, mais cette idée que tout ce que vous faites, c'est juste des petits trucs un petit bourgeois, c'est à courte vue, et que ce n'est jamais... Vous avez en fait peur, les Néerlandais, de dire que vous avez parfois aussi de grandes vues. D'ailleurs, il n'y a pas de place aux Pays-Bas. C'est-à-dire les places dans les villes, les grandes places, ça, tu le sais très bien, on le sait très bien. Tout doit être petit à l'échelle humaine. Mais non, on est juste des bourgeois, on n'a pas d'idées, etc. Vous avez eu l'un des plus grands philosophes de tous les temps, Spinoza, le Erasme qui a fait l'humanisme, vous avez eu le siècle d'or, vous avez eu les plus grands peintres, les Rembrandt, les Vermeer, etc. Mais non, on est tout petit, et puis on a juste des petits... Voilà, c'est ça les Hollandais. C'est ça les Hollandais. Non, je suis d'accord avec ton analyse, mais c'est pas ce que je veux dire. Je suis absolument d'accord. Un Néerlandais, il parle souvent de petit kikkerlandje, le petit pays des grenouilles, pour diminuer son importance. Mais c'est aussi une forme d'arrogance parce que ça fait permettre beaucoup de choses aux Néerlandais. Moi, je fréquente par mon métier beaucoup de diplomates de l'Europe, partout en Europe. Et les diplomates néerlandais, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en fait, ils sont les plus chiants parce qu'ils ont toujours le petit doigt. Ils donnent toujours la leçon. En se cachant derrière, bon, on n'est pas un pays très important, mais si tu ne fais pas comme nous on le dit, dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher. Donc c'est plus différent. Et les diplomates néerlandais, maintenant ça va un peu mieux suite au Brexit, mais disons, au moment de la crise grecque, donc il y a 10 ans, les Néerlandais étaient vraiment les plus... je dirais pas méchants, oui, absolument. Et donc il y a aussi une contradiction, c'est souvent utilisé comme excuse pour ensuite donner la morale et la leçon aux autres. En même temps, les Pays-Bas, c'est une grande nation en termes économiques et peut-être aussi en termes philosophiques, mais les Néerlandais, ils s'en fichent un peu de la philosophie, parce que ce qui compte, c'est le porte-monnaie. Ils ont un porte-monnaie au lieu du cerveau. Et c'est quand même la 16e économie au monde. 5e économie de la zone euro, c'est le deuxième exportateur agroalimentaire du monde, loin devant la France, qui est que 6e. Et dans le nombre de brevets qui sont demandés, les Néerlandais sont très très hauts, genre dans le top 10. Donc il y a plein c'est un vrai pouvoir économique, mais en effet, tu as raison, un Néerlandais serait le premier de dire non, c'est rien, ça veut rien dire. Mais derrière votre dos, il dira les Français, ils n'ont rien compris. Hein. Il ne fait pas comme nous, donc je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs raisons, à mon avis. La petitesse, c'est en effet quelque chose qui, à chaque fois, me surprend énormément. Alors, d'une part, c'est peut-être une question de paysage, parce que par rapport à leur paysage, leurs cieux, le ciel, qui sont toujours tellement grands, on a le sentiment d'être peut-être un peu petit quand on marche aux Pays-Bas. Mais c'est surtout aussi peut-être une tactique économique, j'ai l'impression, parce que quand on dit qu'on est toujours petit, on ne se méfie pas. Et puis ils entrent chez vous, et puis on a l'impression d'avoir un cheval de Troie qui rentre, et fou, tout de suite, d'une certaine manière, ils envahissent l'espace, notamment économique, alors qu'on pensait qu'il n'y avait absolument aucun danger. Et ça, c'est quelque chose quand même qui me surprend à chaque fois.
Vous êtes français, vous ne voyez pas venir le danger en fait. Voilà. Oui. Et quand on voit par exemple, les Néerlandais nous disent toujours oui, nous on n'a pas de cuisine. Citez-moi un plat, bon, il n'y a pas de cuisine néerlandaise. Mais par contre, ils ont Unilever. Unilever qui est une multinationale absolument gigantesque qui, chaque jour, vous consommez en fait, quelque chose de hollandais. Donc ils cachent derrière ceci un modèle économique extrêmement puissant qui fait qu'on achète massivement en fait, quelque chose de grand. C'est ça, mais en fait, on achète des produits qui sont produits par des Néerlandais, mais ce n'est pas vraiment des produits hollandais non plus, en fait. C'est-à-dire que là où nous, Français, on va venir vendre la France, la marque France, les Néerlandais vont vendre des produits totalement standardisés, en ne disant surtout pas que c'est néerlandais. Par contre, ça inonde le marché mondial. Enfin, typiquement Unilever, même le fromage, le Gouda, c'est l'exemple du produit typique. L'agriculture, vous imaginez qu'ils sont plus forts que nous en agriculture. Ouais. C'est un pays qui a la superficie de la Bretagne, avec 18 millions d'habitants, et deuxième exportateur agroalimentaire au monde. Donc vous imaginez la densité, et je ne parle pas de la qualité des produits, mais bon, il faut nourrir le monde, et les Pays-Bas sont donnés comme mission de nourrir les 10 milliards d'habitants qu'on aura bientôt. Et donc tous les jours, vous mangez quelque chose qui vient probablement d'une entreprise néerlandaise. C'est quand même étonnant, surtout quand on dit ça en France, où le patrimoine gastronomique, d'ailleurs, je me suis toujours affiché comme chercheur d'asile gastronomique au début, quand j'habitais à Paris. Mais donc, en effet, les Néerlandais, je ne sais même pas si les Néerlandais le savent, et même ceux qui le savent, ils sont un peu blasés, en fait, je pense. Oui, c'est aussi notre mentalité, c'est pas aussi important que pour nous de vendre comme ça les Pays-Bas. C'est un autre modèle. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais Hema, c'est néerlandais en fait. Alors beaucoup pensent que c'est danois, scandinave, on ne sait pas trop. Ça qu'on n'affiche pas. Ouais, j'irais même plus loin. Chanel, la marque d'élégance française, c'est néerlandais, pour des raisons fiscales, mais ça c'est une autre histoire. Comme plein d'autres... Si on repart là, les Rolling Stones, c'est néerlandais. Rolling Stones aussi, U2, mais plein d'entreprises françaises dont vous pensez que ce sont des entreprises françaises sont en fait des entreprises néerlandaises, de droit néerlandais. Par exemple, Airbus, quand le gouvernement français jubile qu'on a encore vendu je ne sais pas combien d'avions, en fait l'argent passe par les Pays-Bas. Pareil pour Renault-Nissan, il y a plein d'entreprises, et notamment des entreprises dont vous et moi sont actionnaires, des entreprises où l'État français a une participation, sont très friands du climat fiscal aux Pays-Bas. Donc en fait, vraiment, tous les jours, vous consommez quelque chose de néerlandais sans le savoir. Je voulais poser une question aussi à Fouad, et peut-être Céline. C'est que quand on va aux Pays-Bas, on vous offre des petits objets. Je ne sais pas, enfin, par exemple à Saint-Nicolas, on vous offre un cadeau qui est une réduction en fait de votre passion. Si vous êtes par exemple un grand amateur de camping, on vous offre une petite tente avec votre cadeau à l'intérieur. Si vous êtes un pianiste, on vous offre un petit piano. On m'a aussi offert, quand je suis parti des Pays-Bas, ce qu'on appelle une kijkdoos, une boîte d'optique, une boîte à chaussures. À l'intérieur, je m'y suis retrouvé moi-même. J'étais, comme si vous savez, chérie, j'ai rétréci les gosses. Je me suis retrouvé, ils avaient réussi à prendre une photo de moi. Il y avait un intérieur dans une boîte à chaussures dans lequel je me voyais en train de lever un verre et en regardant comme ça dans un trou de serrure, comme si j'étais moi-même voyeur soudain. Et donc je me demande comment ça se fait que vous dites que vous êtes petit et en même temps vous offrez des choses qui sont petites. Alors je ne sais pas si vous avez fait cette expérience du cadeau néerlandais, c'est quand même un peu bizarre. Fouad, non? Céline? Mais une dame reçoit beaucoup plus. En fait, tu parles surtout de la fête de Saint-Nicolas, hein, parce que c'est ça, Saint-Nicolas, on fait ça autour de Saint-Nicolas. Mais aussi les kijkdozen, tous ces petits éléments. Céline? Alors, moi, c'est bizarre, mais pour la Saint-Nicolas, la tradition, une partie de ma famille est d'origine néerlandaise. Nous, c'était d'offrir des petits poèmes. Mais alors, des petits poèmes un peu sarcastiques. Oui, ça, bien sûr, les petits poèmes. Alors, en fait, vous écrivez un mini-poème sur la personne, enfin, sur une des personnes qui est là. Alors, ça commence très gentiment, ou voilà, on fait des compliments à la personne, mais ça se finit toujours sur un ton doux amer, comme pour corriger un peu le comportement, voilà. On nous rappelle qu'on est un peu trop ceci ou cela. Ou comme pour moi, on m'a par exemple offert une lotion capillaire. Ça, c'est méchant. Mais ce contraste est réellement quelque chose de fondamental pour voir la différence. J'ai eu la chance de vivre très longtemps en France, puis ensuite 20 ans aux Pays-Bas.
Et ce côté petit, grand, c'est fondamental pour comprendre. Si on regarde l'histoire de France, nous, on a tout ça, Louis XIV, bon, c'est le roi soleil, Napoléon, tous ces gens-là, au pays, il n'y a pas vraiment cela. Je me souviens par exemple, à un moment, le Rijksmuseum, qui est quand même le musée le plus grand, l'un des plus riches du monde, qui est vraiment une merveille, il l'avait fermé pendant 8 ans, pour le retaper, si j'ose dire, et ils avaient organisé une espèce de débat. Qu'est-ce qu'on va faire du Rijksmuseum? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va demander aux architectes? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et il y avait des Néerlandais sur le podium, et dans la salle, il y avait tous ceux qui travaillaient en fait au Rijksmuseum, dans la vie culturelle. Il y avait des Néerlandais, il y avait 2 étrangers. Il y avait un Américain qui s'appelait Gary Schwartz, et il y avait moi-même. Donc moi, je me méfie de rien, je parle comme je pense. Et donc, à un certain moment, on me tend le micro, on me dit, bon, on va refaire le Rijksmuseum, qu'est-ce qu'il faut en faire, quel est l'objectif? Et moi, je dis très spontanément, je dis, écoutez, l'objectif, c'est qu'on soit fiers d'être néerlandais. Oh là là, si j'avais traité leur maman de péripatéticienne, je pense que ça aurait été le même effet. Il y a une espèce de grondement qui est monté dans la salle, et il y a quelqu'un qui s'est réellement levé, il m'a dit, monsieur, l'objectif, un musée, ce n'est pas pour rendre les gens fiers. Un musée, parti dans tout un délire. J'ai dit non, mais attendez, c'est très important. Au contraire, on prend des petits-enfants, la moitié des petits-enfants de la ville d'Amsterdam sont en fait, leurs parents sont d'origine étrangère. Pour faire des bons petits néerlandais, il faut qu'ils aillent au Rijksmuseum, qu'ils soient fiers de l'histoire de leur pays, de leur passé, du siècle d'or dont on n'a plus le droit de parler parce que cette semaine, le Premier ministre néerlandais nous a dit c'est fini, on ne parle plus du siècle d'or. Et quand même, je n'ai pas réussi à convaincre les gens dans la salle. Le mot fier, trots, c'est quelque chose de dangereux. Ils voient ça comme quelque chose de dangereux. Et pour finir, moi je parle souvent avec mes étudiants, après 2 heures de cours, 2 heures et demie, bon, on commence à bavarder, et je leur dis, est-ce que vous savez que les Pays-Bas, qui effectivement c'est tout petit, ils ont eu 10 prix Nobel de physique, 4 prix Nobel de chimie, 3 prix Nobel de médecine, c'est-à-dire ils ont eu plus que à peu près tout le tiers-monde. Hein, le petit pays. Est-ce que vous en êtes fiers? Ça vous rend fier? Silence total, on s'en fout. Et je leur dis, est-ce que vous connaissez Jan Tinbergen? Non. Est-ce que vous connaissez Nico Tinbergen, son frère? Non. Est-ce que vous connaissez... J'ai donné la liste des prix Nobel, ils n'en connaissaient aucun. Même pas le prof qui était chez nous, à l'université d'Amsterdam, on avait Gerard van der Hoef, qui a pris Nobel de physique, qui était mon collègue, ton collègue, on était là, quoi. Il disait, est-ce que vous connaissez Gerard van der Hoef? Maud van der Hoef, le gars est prix Nobel. Alors, ça quand même, ça illustre quelque chose sur réellement la notion de nation, tout simplement, qui me semble être quelque chose de différent, la construction de la nation en France et aux Pays-Bas. Je donne la parole aux États. Ça me fait penser, ça me fait penser à une expression qu'avait employée Baudelaire en son temps et bien d'autres ensuite, c'est que les Néerlandais sont les Chinois de l'Europe. Et que finalement, je pensais que les Chinois étaient les Néerlandais de l'Asie. C'est un point de vue. Très très belle expression, justement, sans l'expliciter. Et à mon avis, c'est d'une part, c'est qu'il y a un goût pour la diaspora à s'installer, et quand on s'installe, on fait du commerce. Il y a un goût de la politesse peut-être, une certaine façon, quand on voit la reine Wilhelmina dans des films, à un moment donné, on a l'impression que c'est presque une japonaise, presque une asiatique, parce qu'elle fait comme ça à tout le monde. Regardez les films, c'est absolument extraordinaire. Non, c'est une expression assez énigmatique. Ils ne sont jamais ce que l'on croit qu'ils sont à chaque fois. Et en tout cas, il ne faut surtout pas les voir. Il faut toujours avoir comme ça une sorte de façade, quelque chose qui les cache. Mais pour mieux, finalement, nous dominer, je pense quand même, malgré tout, systématiquement. J'ai un exemple intéressant à propos de ça. C'est le Japon. Je vais souvent au Japon depuis plusieurs années. Et les Pays-Bas et le Japon sont très très liés. Mais les Néerlandais, ils ne savent pas ça non plus. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire du Japon, vous connaissez sans doute des Japonais. Je parle des Japonais. Non, mais je parle des Shima, la ville. Oui, exact, des Shima. Vous connaissez sans doute la période où le Japon s'était fermé pendant 2 siècles et demi. On lit ça partout, jusqu'au jour où il y a les Américains qui sont arrivés, ils ont dit « Ok, maintenant il faut ouvrir le pays », c'était en 1855 je crois. Mais avant ça, il y avait 2 siècles et demi d'isolation totale. Eh bien, c'est faux. En fait, c'est comme dans Asterix, il y avait un tout petit village qui résistait. Au XVIIe siècle, il y avait deux populations qui faisaient du commerce avec le Japon, c'était les Portugais
et les Néerlandais, bien évidemment. Au bout d'un moment, les shoguns n'aimaient plus trop l'influence catholique parce que les missionnaires portugais avaient fait beaucoup de succès. Donc les shoguns se sentaient menacés dans leur pouvoir. Et à l'époque, le Japon n'était pas encore une nation, c'était vraiment un peu comme l'Allemagne ou l'Italie, un rassemblement de petites, on ne peut pas appeler ça des royaumes, mais c'était des shoguns, des territoires qui étaient vraiment divisés. Donc les shoguns n'en voulaient plus des Portugais, ni des Néerlandais. Et donc ils ont dit aux Néerlandais et aux Portugais, vous pouvez rester sous condition que vous reniez entièrement à votre religion. Et donc les Portugais, vrais catholiques, ils ont dit, ok, bon, tant pis, salut, on s'appelle. Donc ils sont partis. Les Néerlandais, ils ont dit, ok, pas de souci. Donc ils avaient le droit de rester au Japon. Pendant 2 siècles et demi, ils étaient confinés à l'île de Deshima. C'est une île qui existe toujours, maintenant dans la grande agglomération de Nagasaki. Et c'est de là-bas où les Néerlandais négociaient avec les Japonais, mais surtout, et ça c'est très intéressant, bien sûr le 17e, 18e, 19e siècle, c'était des siècles d'or pour la science. Donc les Japonais n'avaient qu'accès à toutes ces connaissances par les Néerlandais. Donc la physique, peu importe, la médecine, l'architecture, tout venait des Pays-Bas, parce que les Pays-Bas étaient les seuls à avoir des contacts avec les Japonais. Ce qui faisait que tous les Japonais d'une classe supérieure parlaient le néerlandais. Et quand les Américains sont arrivés avec beaucoup des bateaux très puissants, ils sont arrivés sur le port et les Japonais étaient surpris que ces étrangers ne parlaient pas le néerlandais. Et donc il fallait trouver un interprète anglais-néerlandais, néerlandais-japonais pour pouvoir communiquer avec les Américains. Donc pendant 2 siècles et demi, le Japon a été fermé, sauf aux Néerlandais, parce qu'eux, ils avaient fait le choix pragmatique de renier à la religion et pourtant pouvoir... Je ne sais pas si c'est peut-être encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a toute une notion de symbolique aussi qui rentre en jeu. C'est dire en fait que les Néerlandais ont été enfermés sur une petite île, donc ils ne pouvaient quasiment pas aller sur la terre ferme. Et ce qui est très étrange, c'est qu'ils ont été enfermés dans une ville qui avait une forme d'éventail. C'est très étrange. Et si vous regardez les estampes japonaises de l'époque, les Néerlandais ont bien souvent les yeux bridés. Et ça, c'est quelque chose, regardez vraiment, qui me surprend quand même beaucoup. Comment ça se fait que les Japonais ont pu voir les Néerlandais presque comme des Asiatiques, peut-être? Je ne sais pas, c'est ma question que je vous pose. En tout cas, il y avait 2 nations qui pouvaient faire du commerce, c'était les Chinois et les Néerlandais. Et on dit que les Néerlandais sont les Chinois de l'Europe. C'est quand même curieux. Je ne sais pas s'il y a un lien. Ouais. C'est un bel... Faut rajouter quelque chose sur... Non, pas sur ce point, mais je voudrais toi te poser une question. Tu es néerlandais, toi? J'ai un passeport néerlandais, mais je me considère apatride. Mais non, parce que tu veux échapper. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi direct et aussi impoli? Parce que moi... Non, mais écoute, moi, je suis prof. Je comprends très bien ce que... Moi, je suis prof. Au début de l'année, c'est toujours le même cinéma. Pendant tout le mois de septembre, donc je rentre, je rencontre les nouveaux étudiants de premières années. Bonjour, je suis un tel, etc. Et les premiers mails arrivent pour me demander des choses. Hi Fouad. C'est comme on dit. Hi Fouad, est-ce que le cours de mercredi c'est à 3h, etc. Je renvoie le mail. Je ne m'appelle pas Hi Fouad. Monsieur le professeur, virgule. Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît, point. Est-ce que le cours de mercredi est à 4h, etc. Et tu signes de ton nom et ton prénom. Voilà, et je renvoie. Et parfois, il me renvoie vraiment un mail. Hi Fouad, j'ai rien compris à ton mail. Ça, c'est oui, j'ai une réponse. En fait, c'est pour te rendre service. Et je vais t'expliquer, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est ma vision. Et en fait, il faut savoir que j'ai écrit un livre sur les bonnes manières en Europe, donc qui est très bien vendu aux Pays-Bas, donc je connais un petit peu le sujet. Parce qu'ils en ont besoin, c'est pour ça qu'ils en ont très besoin, exactement. C'est pour ça qu'on en a entendu autant. Non, mais la raison... Pardon? Het blauwe boekje, le petit livre bleu. Donc, non. Mais peut-être un jour il sera. Oui, enfin, peut-être. Mais là, c'est quelque chose que les Néerlandais pourraient apprendre quelque chose des Français, peut-être. Mais même si c'est aussi plus du tout l'actualité, ça a changé beaucoup. Même si à la base, les bonnes manières en Europe viennent de la cour de Versailles à la base. Donc il n'y a pas grande différence fondamentale entre les bonnes manières
Et là, c'est intéressant parce que les Pays-Bas n'ont jamais eu un cours. Peut-être que ça explique aussi la raison pour laquelle les gens sont mal polis. Je ne pense pas que ce soit une question de politesse. Même moi, personnellement, ça m'énerve beaucoup, ce comportement. J'aime pas qu'on me tutoie. On est aux Pays-Bas, quand on rentre dans un magasin, ou même à la fac, en effet, ou un café, c'est « Hey, wat wil je drinken? Qu'est-ce que tu veux boire ?» Comme si on a fait, les vaches ensemble, c'est une expression néerlandaise. Et c'est tout de suite toi. Et moi, je ne supporte pas ça. Mais je suis vraiment une exception aux Pays-Bas, exception culturelle. Je vais t'expliquer. Un Néerlandais, si vous travaillez avec les Néerlandais, ça c'est intéressant aussi, les rapports au bureau, il n'y a pas vraiment d'hiérarchie, enfin pas d'hiérarchie prononcée, il y a bien sûr toujours une hiérarchie, mais il n'y a pas le rapport patron qui est toujours un con et les employés. Il n'y a pas le concept de cadre, non-cadre. Quand je suis arrivé ici en France, j'ai commencé mon premier job, j'étais cadre. Et mes amis français étaient « Ah, t'es cadre hein ?» Je dis « Ah, ouais, quoi hein, de quoi tu parles ?» Bref, il n'y a pas cette hiérarchie dans le travail. Mais, par exemple, vous êtes allé chez le coiffeur un week-end, vous revenez le lundi matin, et en fait, c'est pas très réussi, objectivement. Et votre collègue, au lieu de dire « Ah, vous êtes allé chez le coiffeur oui, oui. Toi, t'es allé chez le coiffeur oui, oui, ok, ouais, c'est pas mal, ouais, ok, blablabla. » Un Néerlandais, il dira, bon, ouais, c'est pas bien, hein, c'est raté, c'est raté. Oui, oui, c'est raté, c'est horrible en fait. Pourquoi tu as fait ça? Et en fait, un Néerlandais, il fait pas ça pour insulter, il fait ça pour rendre service, pour que toi, la prochaine fois, tu n'iras plus chez le même coiffeur. Et s'il disait pas, il se sentirait malhonnête. Et donc pour lui, c'est une question d'honnêteté. Et c'est ma vision, hein, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Il y a un côté direct très très amusant. J'étais dans un café sur le Leidseplein et soudain il y a une fille, il y avait quelques années, elle me dit, même pas bonjour, au revoir, quoi que ce soit, t'es marié toi? J'ai dit oui, bon, salut. Je me suis dit, j'aurais dû dire non. Hein. Ouais, c'est comme rouler vite à vélo, il faut pas perdre du temps en tout cas, parce que le temps c'est l'argent. Mais je pense que sincèrement, un Néerlandais, on appelle ça bot, donc je sais pas comment traduire ça en français, mais rustre dirais-je, c'est vraiment pas une question de ne pas être aimable, c'est vraiment pour vous aider. Moi je trouve ça horrible, j'ai jamais compris ce concept, c'est pour ça que j'ai demandé l'asile gastronomique ici, mais c'est vraiment vous rendre service, et même pire, s'il ne le faisait pas, il se sentirait un menteur, un traître. Donc c'est très compliqué, surtout quand on vient du sud de l'Europe, ou des pays avec des normes encore beaucoup plus strictes, comme le Japon. C'est très très difficile si on n'est pas au courant de ce comportement, et même si on est au courant, c'est quand même pas évident de s'y adapter. Ce qui est merveilleux en même temps, c'est qu'on peut être dans des cafés, parce que la culture du café est merveilleuse aux Pays-Bas, et on peut rencontrer quelqu'un d'important. J'avais rencontré par exemple Wim T. Schrippers, il est un grand artiste néerlandais, et puis je veux dire, on commence à parler, on discute, etc. Et on a l'impression que la barrière est beaucoup moins forte au niveau des gens qui sont importants, connus, qu'en France. En France, on a l'impression vraiment de là. Et ça, c'est un petit bonheur où tout de suite, le gars qui est célèbre vous dit tu, comme si c'était un copain, etc. Et on discute de plein de choses très très chouettes. C'est pour ça, Fouad, qu'on t'adresse avec toi, parce que pourquoi tu serais mieux que moi, en fait? Parce qu'on est tous pareils. C'est un peu ça aussi, cette idée. Et on voit effectivement, avec par exemple les politiques en France et aux Pays-Bas, la façon dont on traite les politiques aux Pays-Bas, je pense qu'un homme politique français ne tiendrait même pas 24 heures dans le système néerlandais. C'est tu et toi, tout de suite, même avec le Premier ministre, et lui-même, donc Mark Rutte, l'actuel Premier ministre, il revendique en fait ce côté hyper accessible. Mais c'est surtout l'idée que, bon, tu peux être Premier ministre, tu peux même être roi, mais t'es vraiment pas mieux que moi, hein. On est tous pareils. Oui, mais quand même, ça reste choquant. Parce que, je vais te raconter un truc. L'un de mes premiers chocs culturels, donc j'ai travaillé en France à l'école des mines, dans un centre de recherche pendant quelques années, et ensuite, tout de suite après, je suis allé à Amsterdam, où de nouveau j'étais dans un centre de recherche. Au départ, je parlais pas un mot de néerlandais, et il y a eu la première réunion, chaque semaine, toutes les 2 semaines, on se réunit. Donc il y a le directeur, qui était quelqu'un de très prestigieux, M. Kramer, qui a un grand nom de l'économétrie dans le monde entier, etc. Il y avait des assistants, des profs, des thésards, des trucs. Moi, je ne comprenais pas en fait ce qui se disait, mais j'étais dans mon coin. Et puis les gens commencent à parler, il y a un agenda très bien fait, comme les Hollandais savent le faire, il y a un agenda, etc. Et puis il y avait la patronne, c'était une femme qui s'appelait Jetske,
qui sur chaque chose intervenait. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle intervenait, elle tapait quasiment du poing sur la table, et le professeur Kramer, qui était le directeur, de temps en temps, il semblait lui faire des concessions. Bon, tout cela, ça dure 1h30. Ensuite, on va à la cafétéria, et je dis, donc en anglais, à un de mes collègues, je dis, bon, je vois très bien qui est le directeur, mais elle, c'est qui? Je me dis, c'est le doyen. Il me dit, c'est la secrétaire. C'est la secrétaire. Moi, à l'école des mines à Paris, dans le truc où je travaillais, ça s'appelait le CERNA, le Centre d'études des ressources naturelles, il y avait le professeur Giraud, qui était un demi-dieu, parce que polytechnicien, ingénieur des mines, corps des mines, etc. La secrétaire qu'on aimait bien, qui s'appelait Christiane Napier, je suis désolé, elle prenait même pas la parole dans les réunions. Alors que dans ces réunions, et tout le temps d'ailleurs, Yetzke, c'était un peu la patronne. Et d'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec elle. Parce que moi j'arrive avec ma mentalité de français dans ma tête, et par exemple, à un moment, il y a des photocopies à faire. Et je devais faire 10 choses à la fois, et je fais l'erreur de ma vie. Je vais voir le dragon Yetzke, et je dis, je commence à balbutier le néerlandais, et je dis Yetzke, ces photocopies doivent absolument partir à Bruxelles, parce qu'on a un contrat à Bruxelles, je lui pose. Elle me les jette carrément, presque au visage. Mais fais-les toi-même! Quand même, moi j'étais chercheur de haut niveau, etc. Yetzke. Bon, j'ai mis du temps à m'habituer. Maintenant, je fais mes photocopies tout seul, etc. Je ne tiens aucun compte de ça. Ça reste choquant, quelque part. Moi, j'aime bien la hiérarchie, le patron, le mandarin, la secrétaire. J'aime bien ça. Qui fait finalement rien. Mais là, tu touches au pôle de modèle, parce que ça, c'est un vrai exemple du pôle de modèle. Aux Pays-Bas, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Il peut vraiment, on demande son avis, même en effet au secrétaire. Et en fait, ça dure et ça dure. Il y a énormément de réunions où tout le monde peut dire tout ce qu'il veut et tout le monde doit être entendu. Et donc, en même temps, enfin, au même moment, un patron français, il aura déjà pris une décision et tout le monde serait mécontent. Mais aux Pays-Bas, ça dure et à la fin, il y a une décision qui ne plaît à personne, mais où tout le monde a participé, à laquelle tout le monde a participé. Donc, du coup, il y a une sorte de paix sociale, et en même temps, tout le monde se sent pris au sérieux. Donc, il y a beaucoup moins de frustration, je pense, notamment si on parle du contexte de travail. Céline, tu as écrit un livre, Les Néerlandais. Est-ce que tu pourrais donner un mot d'emploi, peut-être, pour les Français? Justement, en fait, pour les Néerlandais, en fait, je voulais écrire un chapitre sur le polder model. Donc, j'ai été rencontrer un professeur d'une université qui m'a parlé du polder model. Et à un moment, il me dit non, mais quand même, ce serait bien que parce que bon, du coup, il m'a venu me tutoyer très rapidement, que tu rencontres une personne qui a vraiment travaillé pour le polder model, sans me donner son nom, en me disant mais je te prends rendez-vous, etc., pas de problème, tu vas la rencontrer, etc. Donc le lendemain, je rencontre cette personne qui me donne rendez-vous à La Haye, au Sénat. Du bon, étonnant, mais enfin, donc je le rencontre au Sénat. Et en fait, en discutant avec lui, je me rends compte, il me donne enfin son nom, et je me rends compte qu'en fait, c'était l'équivalent néerlandais de Laurence Parisot. Et alors, le type m'a rencontré comme ça, je veux dire, voilà, juste a pris un café avec moi à côté du Sénat, et a commencé à me parler du polder model, etc., etc. Je pense pas qu'en France, Laurence Parisot m'aurait accordé une demi-heure de son temps pour me parler du polder model. Je suis pas sûr. Si vous aviez demandé peut-être à Laurence Parisot, mais c'est ça. Si on ne demande pas, ça c'est peut-être aussi très néerlandais. On demande, et puis on obtient parce que bon, pourquoi pas vous rencontrer, parce que lui aussi, il vous a rencontré, donc c'était pour lui aussi un honneur. Bah oui, ça marche comme ça. Voilà, oui. Alors ça c'est très néerlandais en fait, effectivement. Enfin, et c'était sur la base d'une discussion, d'un échange. C'était pas du tout. Lui, ancien patron des patrons, qui expliquait à une jeune Française comment ça fonctionnait. Donc, et ça, c'est... Alors, en tant que femme et assez jeune, c'est vraiment agréable, en fait, ça, pour le coup. D'être vraiment pris au sérieux et de pouvoir travailler avec des Néerlandais et de discuter normalement, en fait. Peut-être il faut expliquer brièvement d'où vient cette notion de pôle de modèle, parce que polder, bien sûr, vous savez, c'est la terre conquise sur la mer. C'est le cas de presque la moitié des Pays-Bas. Et en fait, l'idée, mais ça fait partie d'une mythe nationale, donc il y a quand même un mythe national, hein, on est quand même fiers de certains aspects. Le mythe, c'est que tout le monde doit se défendre contre la mer. Et donc, le moment où la mer entre dans la terre, il faut tous se mettre ensemble. Et que vous soyez président, roi ou médecin ou éboueur, ça n'a aucune importance, il faut se protéger contre la mer. Donc du coup, il y a une perception, parce que je pense qu'il y a quand même des hiérarchies, il y a une perception d'égalité qui n'existe pas ici, et parce qu'il y a l'idée qu'on doit
se battre tous ensemble contre la mer. Donc du coup, il n'y a pas d'inégalité hiérarchique parce que dès qu'il y aura quelqu'un qui prend le pouvoir dans un combat contre la mer, on perdra. Donc du coup, le mot polder model est devenu synonyme pour, parfois on l'appelle aussi le modèle rhénanien, ça existe aussi pas mal en Allemagne ou en Scandinavie. On parle, où tout le monde peut dire ce qu'il veut, et donc à la fin il y a un compromis qui n'est pas du tout la plus belle solution, mais au moins elle est portée par tout le monde. Donc ça vient des polders, et donc les Néerlandais construisent des polders depuis le XIIe siècle, et depuis le XIIe siècle, 24 heures sur 24, jusqu'à aujourd'hui, la terre est défendue contre la mer. Donc il y a des organismes qui sont très puissants. Je crois que Céline vous en parlait dans votre livre sur les Waterschappen. Oui, ça c'est intéressant aussi. Vous pourriez dire un truc là-dessus. En fait, c'est vraiment l'idée que cette lutte contre... Alors, vous voulez parler plutôt de l'organisation ou plutôt Oui, c'est l'organisation, c'est le résultat. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée que la survie de la communauté est liée, en fait, à la lutte contre l'eau. Et donc, en fait, les Néerlandais se sont organisés très rapidement en espèce d'organisation administrative qui gérait le polder et qui devait être chargée de l'entretien des digues. Et en fait, cette organisation, elle perdure jusqu'à aujourd'hui, où en fait, on doit préserver l'état des digues pour préserver simplement la survie du pays. Donc, voilà, et c'est de là qu'est parti, en tout cas, le polder model. Et en tout cas... Et c'est aussi, pardon, encore. Fouad, tu veux poser une question? Vas-y. Non, pas du tout. J'étais tout à fait d'accord. Mais Céline, il y a même des théoriciens de la science politique qui disent que tu le sais, la démocratie. Que la démocratie à la néerlandaise, donc ce fameux polder model, vient de cette organisation administrative qui gérait le polder, en fait. Ce qui est encore plus passionnant, je trouve, d'un point de vue de la démocratie, c'est que tout le monde vote, même les étrangers. Autant quand on est aux Pays-Bas, on ne peut pas voter pour les élections locales. Et moi, je suis allé voter pour les représentants des Waterschappen. C'est quand même formidable. Moi aussi. Oui. Ouais. Toute personne qui habite dans le pays... Pas pour qui voter. C'est une couche administrative qui a énormément de pouvoir, et il y en a 22 aux Pays-Bas, et ça existe depuis le XIIe siècle, donc c'est au 13e. 12e. Et on participe à l'élection de... J'adore ce mot, le Dijkgraaf, c'est-à-dire monsieur le comte de la digue. Ouais. C'est celui qui tient la digue. Ouais. Moi, je voudrais... écoutez, si on veut une fois pour toutes établir la différence fondamentale, essentielle entre Hollandais et Français, je vais me permettre de raconter... Néerlandais, pardon. J'ai joué avec raison, mais tu vois. Mais je voudrais raconter une histoire en 2 minutes. Et ensuite, je vous poserai une question à la salle, surtout aux Français, et vous criez soit oui, soit non. C'est comme dans les communes, au Parlement anglais. Je vais raconter cette histoire. Un jour, j'étais dans un débat avec le ministre de l'Intérieur qui s'appelait Fred Teven. C'est un homme extrêmement énergique, il a du poids, etc. Et c'était un débat extrêmement intéressant. C'était monsieur le ministre de l'Intérieur. Très bien. Fred Teven a été ministre de l'Intérieur pendant quelques années. Puis il y a eu des élections. Son parti a perdu les élections, donc il s'est retrouvé sans emploi. Très bien. Alors monsieur l'ex-ministre de l'Intérieur se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis encore assez jeune, bon, il avait 55 ans, je pense, vigoureux, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il est allé donner son CV ici et là, et il a donné en particulier son CV à une compagnie d'autobus. Et la compagnie d'autobus, je crois que c'est à La Haye, l'a convoqué, étonné de voir quand même l'ancien ministre de l'Intérieur solliciter un poste de chauffeur d'autobus, et il a passé les examens physiques, il avait tout ce qu'il fallait, et il a été pris. Donc aujourd'hui, dans les rues de La Haye, si vous regardez bien, de temps en temps, vous voyez M. Fred Teven, ancien ministre de l'Intérieur, en train de conduire le bus. Ma question à la salle, vous pouvez crier oui ou non, est-ce que vous envisagez dans 3 ans M. Castaner, chauffeur de bus à Paris? Oui ou non? Peut-être à Marseille, tu m'as dit. En fait, ils n'ont pas besoin de répondre parce qu'il y a une particularité française qui est aberrante, c'est que chaque ex-premier ministre et ministre de l'Intérieur a un chauffeur à vie, donc il n'aura pas besoin de devenir chauffeur. Non, mais le chauffeur peut suivre le bus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En même temps, il y a un pilote d'avion qui est encore plus célèbre que l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est le roi. Le roi des Pays-Bas, en fait, est pilote et copilote chez KLM. Alors là, ils ont changé d'avion, donc je ne sais pas s'il le fait encore, mais jusqu'à très récemment... Quand il était prince héritier, il le faisait encore. Il était copilote sur les vols KLM. Donc peut-être que si vous avez pris cette compagnie aérienne, peut-être que vous avez été conduit par le roi des Pays-Bas.
qui coûte quand même très cher aux Néerlandais, parce que ça c'est aussi une particularité qui m'énerve beaucoup, c'est à cause de vous, les Français, que les Pays-Bas est une monarchie, parce que le premier roi des Pays-Bas, c'était Louis-Napoléon, qui lui, en fait c'est Napoléon qui a introduit la monarchie aux Pays-Bas, et je lui en veux jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui aussi, ça, on revient à Amsterdam et Paris. Amsterdam est beaucoup plus jeune que Paris. Quand le Notre-Dame avait déjà un siècle, c'est ça, à ce moment-là, que Amsterdam a commencé à exister, un petit village sur la rivière de Amstel, des pêcheurs. Et pendant longtemps, donc la ville s'est agrandie très rapidement, mais c'était pas jamais la capitale. Il y a donc Louis-Napoléon, un frère cadet de Napoléon Bonaparte, qui s'est installé à l'hôtel de ville. Donc il a squatté l'hôtel de ville d'Amsterdam et il l'a transformé en palais. Donc c'est à cause de vous qu'on a maintenant cette monarchie. Mais heureusement, pardon. Non, il s'est installé au palais. Il voulait aussi Utrecht. Non, oui, non, mais il était un peu fou, donc il a fait plein de villes qu'il voulait transformer en capitale. Mais Amsterdam, jusqu'à l'avenue des Français, n'était pas la capitale des Pays-Bas. Et en fait, aujourd'hui, c'est la vraie capitale est toujours là, mais c'est donc la faute aux Français, comme d'habitude. Pardon. Qu'est-ce que vous avez contre la monarchie? Tu peux me tutoyer. Oui, non, mais j'ose plus. En arrivant ici en âge, parce que j'avais couru de la gare du Nord jusqu'ici, je l'ai tutoyé tout de suite. Ensuite, il a dit qu'il détestait qu'on le tutoie, du coup je le revois, alors il dit tu peux me tutoyer. Ouais. Ça, c'est un néerlandais. Pourquoi tu détestes la monarchie? L'argent, c'est très chic d'avoir un roi. Non, mais c'est J'en ai même deux. C'est des gens qui sont payés pour ne rien faire. Je vais te donner un exemple de la classe d'un prince héritier d'un roi qui peut rejaillir sur le peuple. Une fois, j'ai dîné, parce que j'étais dans le jury du prix Erasme. Et ce qu'on appelle patron là-bas, c'est-à-dire, je sais pas comment on appelle ça en français, bref, une fois par an, on dînait tout le jury du prix Erasme avec le prince héritier. Et effectivement, à chaque fois, c'était des dîners assez somptueux. Sauf que cette année-là, ça se passait au concert de repas, donc il y avait 8 tables de 8 personnes, et le gars qui voulait, le chef, voulait absolument briller, il a fait des plats absolument extraordinaires, sauf que ils ont oublié ils ont lavé les ustensiles dans lesquels ils ont fait la cuisine, mais ils ont oublié d'enlever le produit de lessive, le produit de nettoyage. Bref, quand les plats arrivent, les entrées étaient absolument horribles, on a recraché ce qu'on mangeait, ce qui est arrivé après, c'est la même chose. Il y a une seule personne qui a tout mangé, c'est le prince héritier. Donc il a pris les entrées qui étaient absolument dégueulasses, ça sentait l'eau de javel, c'est des trucs comme ça, il a tout mangé. Et quand le plat est arrivé, nous on a tout recraché, on a mis sous la moquette et tout. Et lui, il a tout mangé, parce que ça c'est de l'éducation mon cher, et ça rejaillit, sur le peuple. Étant auteur d'un guide sur les bonnes manières, moi je trouve ça extrêmement mal poli du roi. Parce qu'en fait, l'essence des bonnes manières, c'est pas de connaître les règles, c'est de mettre à l'aise l'autre. Donc si lui a été la seule personne à manger le repas, tandis que tous les autres étaient en souffrance, moi, je trouve ça extrêmement mal poli. Il y a une raison de plus pour le destituer. Mais finalement, peut-être que je préfère une monarchie républicaine qu'une république monarchique. Parce que c'est le seul roi au monde, je crois, qui participe à la compétition de lancer de WC. Oui. Malheureusement, on n'a pas d'image ce soir, mais donc il y a du lancer de chiottes, pardonnez-moi l'expression, où il faut le lancer le plus loin possible, et il participe à cela. C'est quand même fabuleux. Mais il faut dire quand même, aux Pays-Bas, ce qui est extraordinaire, c'est la fête du roi. Moi, je deviens soudain royaliste, je m'habille en orange, on fait la fête, on s'amuse comme des fous, il y a des fêtes, on mange. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux, notamment en allant sur les canaux d'Amsterdam. C'est mieux qu'une parade militaire sur les Champs-Élysées. Voilà, ouais, je suis d'accord. Quand même. Il nous reste à peu près 20 minutes. Je vous propose qu'on donne la parole au polder. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des besoins pressants de s'exprimer? Il y a un monsieur là au fond. Il y a un microphone qui arrive, comme ça on peut vous attendre. Ils sont aussi francs, n'ont pas dit c'est dégueulasse pendant le repas, ou et tout avez-vous d'autres javel. Mais justement, ils ont fait mieux que ça. Ils ont recraché le truc, ils l'ont pas mangé. Le seul qui a mangé le dîner, c'était le prince héritier, Willem-Alexander, qui maintenant est devenu le roi. Mais les Néerlandais autour de moi, quand ils ont pris la première bouchée de soupe à l'eau de javel, ils ont trouvé ça. Je crois que si nous étions en train de dîner avec le roi de France,
Je pense que si, même avec de la soupe à l'eau de Javel, on ferait semblant au moins de la boire, on ne va pas la recracher. Donc il y avait une certaine franchise quand même dans leur comportement, je trouve. Ça n'a rien changé. Voilà. Non, ça a changé quelque chose. L'année d'après, le même chef nous a fait un super somptueux repas pour rien, gratuitement, et ça parle aux Néerlandais. Tout à fait. D'autres questions? Le roi peut-être mangé parce que son épouse ne lui avait pas préparé de la cuisine. Ça, c'est méchant. La dame. Madame, il n'a pas l'air de manger trop peu. En effet. On l'appelle aussi Prince Pils. Quand il n'était pas encore roi, son surnom était Prince Pils ou Prince Bière. Donc, il a cette figure. Mais j'ai deux remarques, ou non, j'ai deux avis. Je suis allemande, j'ai vécu 25 ans aux Pays-Bas, à Amsterdam, et maintenant je vis presque 4 ans ici. Donc je suis dans les deux pays une étrangère, quelqu'un qui regarde un peu avec un recul, et je pense que les Pays-Bas peuvent vraiment apprendre de la France, c'est la politesse. C'est vraiment une chose que quand je suis ici, et je n'aime pas, quand je suis venue ici, et je n'aime pas que les Français tout le temps disent « Ah oui, mais les gens ici ne sont pas polis ». Ils le sont. Si je suis dans la rue et je veux croiser la rue et les voitures, ils font un stop, mais il n'y a pas une raison pour stopper, seulement pour pas. Moi, je suis là pour attendre et je suis ça vraiment incroyablement poli. Je ne suis pas une star ou quelque chose comme ça, mais ils le font. Et aussi d'autres occasions, quand quelqu'un te pousse, tout le monde dit excusez-moi, et aux Pays-Bas, ils ne se rendent pas même compte, Oui. mais pas contre. Que je pense que peuvent les Français apprendre des Néerlandais, c'est vraiment faire construire les voies cyclistes vraiment bien. Et aussi l'administration qui est très efficace. Ici, j'ai l'impression que toutes les énarques, après ENARC a fait l'administration en plus difficile et compliquée, et c'est pas efficace. Et il y avait une autre chose que j'ai un peu oubliée, pardonnez-moi. Ah oui, je voudrais revenir vers vous avec le carrelage. Ça peut être que la personne qui a vous proposé d'embaucher cette entreprise est un peu liée à cette entreprise, et je m'en doute. Merci. Oui. Prenez le microphone, s'il vous plaît, comme ça on vous entend. Bonsoir. Votre ministre, quand il a été éjecté, il a perdu son poste, peut-être pas un emploi, son poste. Est-ce qu'il a gardé, comme nous, son Marocain? Bien sûr que non. Pourquoi? Ah oui, c'est juste un fonctionnaire, un manager. En fait, le gouvernement, les hommes politiques aux Pays-Bas sont au service des citoyens. Donc, il y a énormément, très souvent, il y a des ministres qui dégagent parce qu'aux Pays-Bas, le ministre est responsable juridiquement pour les actions de ses fonctionnaires. Donc, s'il y a une erreur, par exemple, ce qui s'est passé avec Castaner et ce qui s'est passé à la préfecture aux Pays-Bas, il serait vraiment déjà parti depuis très longtemps. Oui, bien sûr, parce qu'il est là juste pour faire un job. Et après le job, il fera autre chose. Et même le Premier ministre actuel, Mark Rutte, un jour par semaine, il donne des cours d'histoire à un lycée à La Haye parce que c'est son métier, il est enseignant. Donc il y va à vélo sans problème. Et c'est vraiment pas du tout pour frimer, c'est juste, il est comme ça. Et les hommes politiques, jamais vous les verrez encore 10 ans après leur carrière politique. Ici, tout le monde sait qui était Balladur ou même Chirac. C'était il y a très très longtemps. Aux Pays-Bas, je suis sûr que personne ne se souvient qui était le Premier ministre il y a 15 ans. Peut-être Wim Kok, il vient de décéder, donc, mais avant lui. Parce que c'est pas un rôle... c'est un rôle important, certes, mais c'est plus un manager que quelqu'un qui a du pouvoir. Et ça, c'est une grande différence. Et même s'il se comportait, il ou elle, se comportait comme un ministre français oserait faire, ou même un simple député, il sera
vomi par le peuple tout de suite parce qu'on n'accepte pas ce comportement. Donc c'est vraiment un autre rapport au pouvoir, encore une fois, parce que l'idée c'est que tout le monde est vraiment au même niveau. Il n'y a pas de... Voilà. Thomas, non, tu voulais ajouter quelque chose, je crois, non? Non, je crois que c'est mieux de laisser la parole au public. Oui, la dame au fond, là, avec le gilet jaune, j'allais dire, mais... C'est l'ancienne directrice de l'Institut français d'Amsterdam. Hein. Ah ben, enchanté, bienvenue. On l'a reconnu. On l'a reconnu. Non, je ne veux pas parler de mon histoire, mais je voudrais juste raconter une anecdote. Donc, quand on parle d'homme politique ou d'avis, moi je me souviens de l'avis, parce qu'ayant vécu aux Pays-Bas, je peux en raconter du pour et du contre dans tous les sens, qui disait la vérité et le bonheur est sûrement entre les deux, entre les Pays-Bas et la France, mais sûrement pas en Belgique. C'est pas faux. Je voulais juste, moi, raconter une anecdote qui est probablement celle qui m'a la plus marquée des années que j'ai passées aux Pays-Bas. En 2011, en mai 2011, très précisément, le gouvernement néerlandais, pour économiser, a décidé de couper 30% du budget de la culture. Donc du jour au lendemain, 30% du budget de la culture. Vous imaginez ce que ça aurait été en France. Donc on discute, on se rencontre, les milieux culturels nous appellent, nous comme étrangers, pour nous demander comment on peut faire, etc. Donc voilà, on prend des grandes mesures, et nous on était là, des Allemands et d'autres, à donner des conseils, à expliquer ce qui pouvait se faire. Il est décidé ensuite de faire des propositions, puisqu'il y a un haut conseil pour la culture, donc qui se réunit et qui va voir le ministre, le Haut Conseil pour la culture, et qui lui dit « Bon, d'accord, ce qui jamais en France n'aurait été possible, d'accord, mais laissez-nous faire. » Vous imaginez ce type de choses. Donc on revient, on refait d'autres réunions pour dire « Ça n'a pas marché, donc on continue, on essaye de se concerter. » On en arrive quand même, après un certain ras-le-bol, à dire « On va faire quelque chose, on va manifester. » Et la manifestation, qui est quand même la chose qui me restera toute ma vie, là, c'est qu'ils ont marché et fait les 22 km de l'autoroute Rotterdam, la nuit du dimanche au lundi, entre minuit et 2h du matin, pour ne gêner personne. Et pour défendre la royauté, en fait, ils avaient coupé un certain nombre de choses, et le Royal Ballet... Malheureusement pas la tête. Et le Royal Ballet a récupéré sa subvention parce qu'un jour, au mois de fin juin, un jour, la dernière représentation de l'année, en fait, il y a toujours 2 places pour Jerry Killian, qui est le directeur, et quelqu'un. Et en général, il attend le début du spectacle pour aller s'asseoir. Donc la lumière commence à baisser, et arrivent 2 personnes, Jerry Killian et la reine. La reine ne parle pas, elle n'a rien dit. Elle s'est levée à la fin, elle est partie, et ils ont récupéré leur subvention. Exactement. Oui, mais vous êtes française, donc c'est logique que vous défendiez la monarchie, parce que c'est dans votre ADN. D'autres questions, remarques? Madame, au milieu. Là. Pendant la Coupe du Monde de foot féminine, en fait, moi j'étais à Valenciennes dans le Nord, voilà, et on a vu une déferlante orange, en fait, des gens bien sympas qui étaient déguisés, c'était très 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 drôle, et en fait ça a beaucoup plu aux habitants de Valenciennes, parce que c'était très bon enfant, très, très joyeux, enfin voilà. Et il y avait des policiers aussi néerlandais qui étaient là. En fait, je trouve qu'il y a aussi un rapport avec la police qui est différent. Donc comment vous expliquez aussi cette espèce de cohésion aussi, enfin, en Hollande aussi, il y a beaucoup des drapeaux néerlandais. Enfin, nous, on a un peu de problème avec les drapeaux français. Enfin, voilà, comment vous expliquez aussi, même sur les petits haringey, en fait, il y a des petits drapeaux néerlandais où on écrit Hollande. Donc, comment vous pouvez expliquer ça, en fait, cette déferlante orange, ce drapeau? C'est pas quelque chose qui le rapport frappe, avec la police. Mais peut-être, Céline, toi, experte sur les Néerlandais. Non, mais pour la question du drapeau, je pense que c'est aussi très français, en fait, où effectivement, en France, quand on colle le drapeau français sur tel ou tel produit, bon, ça fait tout de suite référence à des mouvements beaucoup plus extrémistes, etc. Mais en tout cas, pour cette vague orange, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure pour comment la fête du roi,
c'est qu'il y a un côté très 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 bon enfant dans les fêtes néerlandaises en fait, vraiment. Les Néerlandaises savent faire la fête de façon agréable et détendue en fait. Et c'est que ça dégénère rarement dans des violences. Les hooligans, non, c'est pas les supporters néerlandais. Enfin, je pense. Thomas. Contrairement à ce que l'on peut penser, je pense quand même qu'il y a une fierté néerlandaise extrêmement profonde qui ressort à travers aussi bien le drapeau, la couleur, la fierté de la royauté et à travers le football aussi. Sur le foot, je suis l'expert. Ah, enfin un expert dans la salle. Non, pour répondre à madame, en réalité, la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, c'est l'occasion de faire la fête. C'est le carnaval, même les gens qui se fichent complètement du football se maquillent enfin en orange, etc., etc. Et vous remarquerez une chose d'ailleurs, c'est que quand les Pays-Bas perdent, personne ne se suicide. C'est pas comme le Brésil, il se dépeuple quand le Brésil perd. Quand le Salvador perd un match, il déclare la guerre au Honduras. Mais les Hollandais se fichent complètement. Il n'y a qu'un seul match de foot qui compte, c'est contre l'Allemagne. Quand il y a Nederland-Duitsland, ça c'est important. Et ça, on le prend au sérieux. Mais si les Pays-Bas perdent contre le Gabon ou contre la Guinée équatoriale 3-0, finalement, on s'en fiche, on a fait la fête, on a mis de l'orange, etc. C'est ça, un Néerlandais n'est jamais aussi heureux que quand il trouve une occasion de s'habiller en orange. Oui, c'est ça, c'est du carnaval. Par ailleurs, je note que votre... Céline aussi. Bravo Céline, bravo Céline. Aussi de vous habiller en orange, parce qu'une fois, je suis arrivé comme ça, dans un café, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde, et je suis ressorti avec un chapeau orange, un gilet, etc. Ils m'avaient tous filé quelque chose, et on était à 3 copains, et c'était vraiment en effet fabuleux de se retrouver comme ça, complètement affublé de choses que j'aurais jamais imaginées. Moi aussi, je mets le drapeau lors de la fête du roi, mais en berne, bien évidemment. Une autre question. Oui, vous voulez encore ajouter quelque chose? Ah oui, ça c'est un vaste sujet, mais j'ai peur un peu de me lancer parce que c'est quand même un sujet très très sensible en ce moment en France, mais oui, Fouad. Vraiment, après tu vas parler en tant qu'ethnologue. Moi je raconte un truc très personnel. Quand je suis arrivé aux Pays-Bas, pendant à peu près 1 an, je me promène toujours avec mon passeport dans la poche, toujours avec mon passeport. Et puis un jour, quelqu'un me l'a dit, il me dit pourquoi tu as ton passeport si tu voyages? Je dis non, parce que si je me fais arrêter dans la rue pour un contrôle, et là ils sont tombés des nues. Ils m'ont dit ça n'existe pas, aucun policier, c'est pas leur boulot de contrôler, etc. Les policiers sont ici parce qu'il y a un crime pour protéger les gens. Et quand même dans ma tête, moi je venais d'un pays à l'époque, c'était le Maroc de Hassan II, la police c'était autre chose. Et donc dans ma tête il y a quelque chose qui a vraiment changé. Je me suis rendu compte qu'effectivement la police pouvait être au service du citoyen, n'était pas là pour le réprimer. Et donc c'est une idée quand même assez forte. Oui, en effet, pardon. Il y a une campagne pour rendre la police un peu plus populaire aux Pays-Bas. C'était dans les années 80. Le slogan était « La police est ton meilleur ami ». Et c'est peut-être, ça a beaucoup changé, hein, mais je pense que c'est un peu ça. Quand je vois un policier, quand j'ai des problèmes et je vois un policier aux Pays-Bas, j'irai le voir. Quand je vois un policier ici, je me casse, parce que c'est dangereux. Et en tant que journaliste, oui, vous rigolez, moi j'espère, j'essaie de le faire aussi, mais en tant que journaliste, j'ai souvent des problèmes avec des policiers français. Et c'est le seul pays, je voyage beaucoup aussi au Moyen-Orient, c'est le seul pays où j'ai des vrais problèmes avec la police qui parfois deviennent assez violentes. Et ça, c'est, je pense que pour faire très simple, mais c'est le but d'un débat, on va généraliser. En France, la police est là pour protéger les intérêts de l'État, donc contre les citoyens, tandis que la police néerlandaise est là pour protéger les citoyens contre les dérives de l'État. Donc c'est vraiment un autre rapport, encore une fois, aussi à l'autorité. Parce qu'ici, en France, on a besoin d'instaurer le pouvoir de haut en bas, parce que la nation est très faible, donc elle risque de s'effondrer, parce qu'elle est complètement artificielle. Donc on a besoin d'une autorité très forte, très présente. Je ne sais pas si vous avez hier vu, il y a eu des manifs des pompiers à Paris, donc déjà une partie de l'État qui râle à juste titre, comme beaucoup de services publics aujourd'hui, et ils ont été tabassés par la police, par leurs propres collègues. Ça, c'est quelque chose qui serait très difficile à imaginer aux Pays-Bas. Donc il y a, encore une fois, un autre rapport au pouvoir, et je pense que la plus grande différence, c'est qu'ici, en France, le pouvoir vient d'en haut, et aux Pays-Bas, ça vient d'en bas. Mais peut-être c'est trop simpliste ou naïf, je ne sais pas. Thomas, tu as peut-être un avis plus tranché là-dessus. C'est très compliqué, oui, je dois avouer que moi, la première fois que je suis arrivé aux Pays-Bas, je vais donner un contre-exemple.
Il y a vraiment très très longtemps, je me suis retrouvé à aller demander une carte de séjour. Il fallait demander une carte de séjour à l'époque au bureau de police néerlandais. Et puis en fait, je me suis fait... on pensait que j'étais une sorte de personnage illégal et on m'a enfermé dans un bureau. Et je suis resté là 1h30, 2 heures, et il n'y avait plus personne. Jusqu'au moment où il y a un flic qui est passé, et en lui demandant « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « voilà, c'est votre collègue ». En fait, le collègue, de manière complètement aléatoire, m'avait enfermé parce qu'il pensait que, voilà, pour m'embêter, ou parce que j'étais français, ou je ne sais pas, parce que j'avais un accent. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas parfois aussi la police néerlandaise qui, de temps en temps... Mais qu'est-ce que tu es allé faire pourquoi tu es allé provoquer la police? J'allais faire des études. Non, mais je veux dire, dans ce bureau qu'est-ce que tu allais faire dans le bureau Je demandais tout simplement ma carte, comment on appelle, Verblijfsvergunning, comme on dit. Permis de séjour. Permis de séjour. Qui n'existe plus. Et aussi, il y a une chose qui est... Maintenant, je sais comment me balader dans la rue néerlandaise. Parce que quand on se balade comme moi, on ne sait pas trop d'où je viens, dans un quartier où je viens de m'installer, ça passe pas trop. Mais quand je porte un sac Hema dans le même quartier, on vient me parler. Ah oui, il y a des petites choses comme ça qui permettent de vous intégrer très facilement, qu'il faut bien connaître. Mais la société néerlandaise peut être une société aussi extrêmement dure, quand même, vis-à-vis des étrangers, notamment. Oui, il y a des gros problèmes en ce moment à la police néerlandaise avec du racisme. Et, voilà, donc c'est un problème qui existe aussi là-bas. Hein. Mais il y a un autre rapport au pouvoir. D'autres questions? Peut-on imaginer des gilets jaunes aux Pays-Bas? Il y a des gilets jaunes aux Pays-Bas. Il y a exactement 100 gilets jaunes aux Pays-Bas. C'est une question... En fait, il y a 99. Parce qu'il y a un gars qui... C'est une question difficile parce que d'abord il faut savoir qui sont les gilets jaunes. Il n'y a pas de définition, on ne sait pas qui sont ces gens et en plus ça change tout le temps, leur composition, leurs revendications. Il y a eu en effet une tentative d'une sorte de mouvement des gilets jaunes aux Pays-Bas, mais ça n'a pas vraiment duré. Je pense que, contrairement aux Pays-Bas, à la France, aux Pays-Bas, on s'exprime, on râle beaucoup, mais on peut tout de suite obtenir une réponse ou une solution. Sauf en ce moment avec les paysans, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, mais même là, donc là, il y a un problème avec les paysans, il y a eu des grands manifs hier, et je pense que ça ne va pas durer, parce qu'ils vont se mettre autour de la table, ils vont trouver une solution. Donc aux Pays-Bas, dès qu'il y a un problème, on trouvera une solution. En France, j'ai parfois l'impression que ça bouillonne, c'est enfermé dans une, comment on appelle, cocotte minute, où on ne peut pas sortir, et d'un coup, hop, ça explose, et de manière très violente. Aux Pays-Bas, c'est pas possible, parce que tout le temps, on peut se lâcher, et on voit ça, par exemple, ça c'est très intéressant, à l'Assemblée nationale aux Pays-Bas, où il n'y a pas de seuil, donc tout le monde peut être élu, il n'y a pas de circonscription non plus. Si vous avez une idée pour un parti, vous avez un problème, vous faites une bonne campagne, vous serez élu aux prochaines élections. En France, c'est quasiment impossible de rentrer à l'Assemblée, donc ça dure très longtemps avant que des problèmes dans la société se manifestent à l'Assemblée. Tandis qu'aux Pays-Bas, il y a beaucoup de partis politiques, on râle souvent que c'est trop éparpillé, on ne peut pas former des gouvernements, le gouvernement actuel a 4 partis différents, mais en même temps, c'est aussi une sorte de sondage à temps réel. Il y a régulièrement des élections parce que les gouvernements tombent. Donc, dès qu'il y a un problème dans la société néerlandaise, on trouvera très vite une manière de le gérer. Et donc, il n'y a pas vraiment ce risque de l'explosion que l'on voit actuellement en France, non seulement avec les gilets jaunes, mais aussi avec les médecins, les pompiers hier. Il y a vraiment beaucoup de conflits sociaux en ce moment. Il y a aussi une autre raison pour qu'il n'y ait pas de gilets jaunes aux Pays-Bas, c'est que c'est un pays qui est extraordinairement bien géré. Maintenant, c'est l'économiste. Moi, j'ai enseigné l'économie pendant des années. Si on regarde les chiffres, c'est assez extraordinaire. Le chômage est à 3%. Un tiers de la France. Ouais. 3%, c'est le plein emploi. Mais pour les économistes, 5%, on est déjà en plein emploi. Donc, ils font mieux que plein emploi. L'inflation est évidemment nulle. Les déficits du budget, enfin la dette, c'est 60%. 40, enfin 50, ça a baissé beaucoup. Oui, parce qu'en plus, ils remboursent. Il n'y a pas de déficit de budget. La sécurité sociale, enfin, je veux dire, il est très difficile d'être gilet jaune, même si on a envie de râler. On a envie de vous dire, mais pourquoi vous râlez? Il y a du boulot partout. La façon de gérer empêche la colère de monter. Si la colère est là, vous pouvez vous exprimer et vous serez entendu. Oui.
Oui, ça, il y a la question de l'écoute, et fondamentalement, c'est tout à fait vrai, mais fondamentalement, l'État bien géré. Dans le New York Times de la semaine dernière, il y avait un article à la fois sérieux et amusé qui disait, si vous croyez que les Allemands savent gérer leur pays, allez voir du côté des Pays-Bas, parce que tous les critères sont encore meilleurs que ceux de l'Allemagne. Pardon? Pardon? Comment ça, il n'y a pas de retraite? Mais madame la directrice... Mais la retraite est plus élevée que le dernier salaire aux Pays-Bas. Non, non, Bah mais si. non, le problème, Oui. c'est les flex workers, ceux qui en fait sont à leur propre compte. Aujourd'hui, les jeunes notamment ne peuvent pas payer leur retraite. Et donc dans 10-20 ans, certes, il n'y a pas beaucoup de chômage, mais il y aura peut-être quand même dans un certain nombre d'années une précarité extrême. Ça, c'est une vision très française, que ça ira mal à l'avenir. Et ça, c'est une grande différence, je pense, avec les Néerlandais. Là, Vraiment tu parles des retraites fondamentale. complémentaires, forcément. Un Néerlandais, même dans les pires crises, il fera les opportunités. Et Non, mais- de préférence, gagner de l'argent. Mais Moi, je rejoins Thomas. En Oui. fait. C'est vrai que pour les gens de ma génération, donc qui ont 30 ans aujourd'hui aux Pays-Bas, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué en fait, parce que c'est vrai qu'ils ont des petits contrats. Alors certes, ils travaillent, donc ils ne sont Ouais, pas comptés ouais. dans les fiches de chômage. Par contre, beaucoup de petits travails, ils sont indépendants à leur compte, donc beaucoup d'instabilité. Donc moi, je suis aussi curieuse de voir comment ça va évoluer dans les prochaines années pour cette génération-là où ça devient compliqué. Oui, mais sans rentrer dans les détails techniques, c'est parce que c'est un autre système de Oui, retraite. complètement. C'est pas comme la France. Là-bas, c'est des systèmes de retraite privés, comme vous le savez. Si quelqu'un travaille, tu peux donner ce conseil à tes amis, s'il met 100 € par mois chez ABN AMRO, il se constitue une retraite, parce que maintenant tout le monde va travailler 40-45 ans, tu le sais. Avec 100 € par mois chez ABN AMRO, il va se faire une retraite complémentaire d'ailleurs, parce qu'il y a une retraite de base qui est la même pour tout le monde, qui est à peu près à 900 €. Et la retraite complémentaire, ils la construisent. Mais ça, c'est très ennuyeux. Oui, mais au-delà En de effet. la retraite, c'est aussi des questions qui se posent maintenant aux jeunes qui ont une trentaine d'années, du congé maternité par exemple. Parce que quand on est indépendant et qu'on n'est pas forcément très protégé, comment est-ce qu'on prend son congé maternité oui, ça va est-ce changer que- par ailleurs. Il y aura la congé maternité pour les freelances. Ben voilà, Ouais, c'est c'est ça. un Donc, changement, c'est ouais. c'est ces questions-là qui se posent pour la nouvelle génération qui modèrent un petit peu peut-être la façon dont sont gérés les Pays-Bas. Aussi. Oui, c'est un sujet qui existe un peu partout. Oui. Hein. On change le rapport au travail, mais aux Pays-Bas, les gens prennent le travail moins au sérieux aussi, j'ai l'impression Complètement. qu'ici. C'est le pays où on travaille le moins. La durée hebdomadaire est 29 heures par semaine. Donc quand on parle des 35 heures ici, moi ça me fait rire. Aux Pays-Bas, c'est 29 heures. Certes, il y a beaucoup de temps partiel, mais souvent aux Pays-Bas, c'est choisi. C'est Et ça, c'est pas subi, ouais. c'est un choix de vie Et qui est très c'est choisi différent. en plus. Ouais. Non, c'est pas totalement vrai. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent Ça, à c'est mi-temps vrai. et qui ne choisissent absolument pas, malheureusement. C'est ce que disent en tout cas les articles de journaux néerlandais actuels. Oui, oui, c'est un vrai problème que les femmes ne travaillent pas. Mais même quand Ouais, à mi-temps. on parle avec ces femmes qui ont souvent une éducation supérieure, et moi j'en ai hein, des copines aux Pays-Bas avec qui j'ai fait mes études et qui ont maintenant 3 enfants et qui n'ont pas travaillé depuis 15 ans, elles disent mais c'est mon choix. J'ai le droit de ne pas travailler et leur mari gagne l'argent et c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Parce qu'en plus, quand elles auront 45 ans, leur mari la quitte pour le secrétaire. Et ensuite, non mais c'est pas une blague, hein. Elle reste toute seule, elle a un trou dans sa carrière, elle ne trouvera plus de travail. Donc c'est un véritable, c'est un c'est un très grand problème et qui est vraiment un des derniers tabous. Un tabou, c'est la position de la maison royale et l'autre, c'est la position de la femme aux Pays-Bas. Mais on est déjà à 8h30. Il y a peut-être encore une dernière question. Alors, j'ai une dernière question pour rebondir sur les jeunes générations et aussi peut-être sur un côté positif des Pays-Bas. Vous avez débattu un petit peu sur le savoir, l'enseignement, la rigueur en France. En France, les enfants commencent l'école l'année qu'ils ont 3 ans, ils peuvent avoir 2 ans et demi, ils ont des devoirs, ils ont une discipline, ils rentrent tard. Mais aux Pays-Bas, quand on lit les articles, les résultats du PISA, les enfants sont super heureux. Et après les Finlandais, les jeunes Néerlandais, les familles néerlandaises en sortent champions. Comment vous expliquez ça? C'est très simple, parce qu'ici c'est la maltraitance. Donc quand on est maltraité en tant qu'enfant, on reste toute sa vie frustré. Et moi j'ai 2 enfants, j'ai des jumeaux de 5 ans, donc ils sont encore à la maternelle, dernière année. L'année prochaine ils iront à l'école primaire. Et ma compagne, elle est française, et maintenant on parle vraiment où est-ce qu'on va s'installer, parce qu'on ne veut surtout pas que ces enfants rentrent
dans le système de l'éducation nationale. Et c'est très très triste en fait. Et c'est pas parce que je suis contre la France, mais c'est vraiment un choix d'avenir pour les enfants. Et je pense sincèrement, si mes enfants vont toute leur carrière scolaire en France, je ne donnerai pas grand-chose pour leur bonheur dans l'avenir. Donc la question maintenant, est-ce qu'ils vont aux Pays-Bas à l'école? Moi, je n'ai pas du tout envie d'aller aux Pays-Bas. Et donc, c'est une véritable question qui m'interpelle moi-même personnellement tous les jours. Et c'est très compliqué. Il y a une chose... Oui. Public, sans notes, sans devoirs et sans programme scolaire de 3 à 15 ans. C'est quelle école, vous dites? De Crolly. De Crolly, ok. C'est où? Le seul, c'est à Saint-Mandé. Mais c'est maintenant, Ouais. c'est 1 80. une possibilité serait l'école Montessori, mais ça coûte 10 000 € en France. Et aux Pays-Bas, c'est gratuit. Donc voilà. Il y a une chose que peut-être oui, je peux tu fais préciser encore. qui est très, Ouais. très sympathique, je trouve, aux Pays-Bas, c'est qu'un enfant va à l'école le premier jour de son anniversaire à 4 ans. C'est-à-dire que vous pouvez arriver en plein milieu de l'année. Alors que nous, on a toujours la rentrée scolaire. On a le sentiment que si on arrive trop tard, eh bien, on va être dans un échec le plus total. Peut-être que ce qu'il faudrait remettre en cause, ce serait presque nos grandes écoles en France, qui sait, puisqu'il n'y a pas de grandes écoles aux Pays-Bas. Ouais. On a l'impression que les parents sont toujours dans une sorte de compétition absolument. permanente où il faut que son enfant réussisse. Voilà, pour qu'il puisse je atteindre... dis non. Hein. Ouais, je tu dis non, non. Écoute, je suis passé par les grandes écoles, donc je ne veux pas dire Ils sont merveilleuses pour le coup. Oui, qui n'ont grand que de non. Écoutez, je ne sais pas s'il y a encore, est-ce qu'il y a encore peut-être une question? Oui, il y a une extrême droite, bien sûr, comme en France et depuis assez longtemps aussi, qui est en perte de vitesse, justement parce que les questions écologiques prennent plus d'importance. Oui. Ah non, on ne peut pas toucher à la royauté. Hein. Moi, je suis un paria aux Pays-Bas. Vraiment, sérieux. Oui, encore, ok, ça sera la dernière question, madame, au milieu. Pardon, peut-être un micro, pardon, Pamela. Oui, merci. D'abord, merci beaucoup. Je crois que la franchise des Néerlandais a bien rejailli sur tout le débat. Donc, on s'est à la fois amusé et appris plein de choses. Merci beaucoup. Je suis allée quelques jours à Amsterdam. J'étais dans un parc public. Et il y avait donc dans le parc public des tas de petites structures, vous savez, où les enfants peuvent monter, descendre, glisser, etc. Et j'ai vu des petites filles hautes comme 3 pommes qui faisaient des trucs incroyables. Avec mon mari, on était tétanisés de terreur. Et en fait, non, il y avait les parents qui étaient à côté, qui discutaient. On s'est dit que peut-être c'était l'apprentissage de la vie, on laissait une certaine indépendance aux enfants, peut-être. Tout à fait. Je pense que le motto de néerlandais, c'est on tombe et on se relève. Je pense que c'est un joli fin de cette soirée. J'ai une expérience un petit peu pareille. J'ai une amie qui a des enfants à Groningen, donc tout au nord des Pays-Bas. Et donc je suis allée avec elle et ses enfants au parc il n'y a pas très longtemps. Et en fait, au parc à Groningen, il y a une espèce de point d'eau en fait qui crée une rivière, donc qui crée de la boue. Et donc tous les enfants sont dans la boue, mais ils en ont absolument partout. Par contre, ils sont ravis, quoi. Donc les parents les récupèrent dans un état à la fin de la journée. Je vous laisse imaginer. Mais par contre, ils sont ravis. Et c'est une autre façon de concevoir l'éducation. Et Thomas, toi, tu as encore quelque chose à présenter, très brièvement. Il est à moitié néerlandais maintenant, donc il veut vendre quelque chose. Oui, voilà, Thomas. Alors, non, en fait, c'est un projet d'étudiants que nous avons soutenu à une époque où j'étais directeur du réseau franco-néerlandais. Et on leur demandait de trouver maintenant des nouveaux symboles qui lient nos 2 pays et les 2 villes, plutôt que d'avoir toujours le drapeau français d'un côté et le drapeau néerlandais de l'autre. Et donc, ils ont inventé, alors il y a beaucoup de projets, hein, mais il y a celui-ci que je trouve vraiment très très sympa, des nouvelles pièces. C'est une nouvelle monnaie qui s'appelle le pas d'âme pour Paris-Amsterdam, avec d'un côté, vous pourrez, si vous venez, je vous montrerai, d'un côté Amsterdam, de l'autre côté Paris. Et en fait, ils recherchent des gens qui puissent commercialiser leur projet. Alors ça pourrait servir par exemple pour entrer dans des musées à Amsterdam et Paris. Ça pourrait peut-être jouer au poker, si vous voulez. Ça peut être une monnaie. Par exemple, contre ça, vous pourriez avoir un cadeau. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles, imaginables avec ceci. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que c'est entièrement écologique. Et c'est en fait, le matériau est fourni par Emmaüs Défi. Ça donne du travail en fait à des gens donc de chez Emmaüs. Et donc ce sont des matériaux de récupération en fait qu'ils trouvent dans les poubelles pour faire de très très beaux objets comme ça, vous voyez. Donc je trouvais que nos jeunes quand même, ils sont plus dans cette démarche toujours nationaliste,
mais ils réussissent comme ça à créer des projets binationaux et c'est ce qu'on a besoin, je crois, dans le futur. Tout à fait, c'est un joli projet de créer des liens entre Amsterdam et Paris, deux très belles villes, bien évidemment. Je voudrais remercier Fouad Laoui, Céline Ostis et Thomas Beaufils, et encore une fois... Si vous avez, après ce débat, eu envie d'aller visiter les Pays-Bas, il faut être très vite parce que, selon tous les derniers rapports, ce n'est plus les questions si les Pays-Bas vont disparaître, mais quand. Bonne soirée.